On va parler lombalgie, on va parler trigger point, on va parler diagnostic différentiel avec la réalité de notre quotidien finalement au cabinet. Quand j'ai un patient ou une patiente, peu importe, qui vient, la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui m'a sorti ça la semaine dernière. Ah, j'ai fait du vélo et tout, puis j'ai eu une sciatique. Alors forcément, dans votre tête, vous mettez une petite case, sciatique égale probablement hernie discale, machin truc. Hein. Et puis finalement, on va lui demander un peu plus précisément. Vous aviez mal où? Ah ben j'ai eu mal là. Comme ça. Juste là ici dans la fesse. Ça évidemment, on est d'accord pour dire que ce n'est pas une sciatique. Par définition, une sciatique, théoriquement, c'est censé dépasser le genou. Donc il y a un moment, il faut vraiment prendre un premier temps de bien faire parler le patient, qu'il exprime sa douleur, qu'il nous la mette en mots, en territoire, en topographie, pour déjà réorienter un petit peu votre propos, quoi. Voilà. Vous avez des gens qui vont avoir des douleurs qui peuvent irradier dans le membre inférieur, voire éventuellement jusqu'au niveau du mollet, de la cheville. Et on va faire des tests, pensant encore une fois que ça peut être une discopathie. Et s'il y a une discopathie, théoriquement, vous devriez avoir quelques signes cliniques avec. Qu'est-ce que vous attendez à voir dans le cas d'une discopathie? Douleur à la toux, éternuement, mouchage, défécation. Hein. C'est ce qu'on appelle les signes duormériens. Okay. Vous avez un syndrome douloureux qui est plus souvent, dans le cas d'une discopathie, assis ou debout? Plutôt assis. Hein. Dans le modèle Mackenzie, par exemple, la douleur est plus forte. En cas de discopathie, elle est plus forte quand on est assis. Voilà, et elle est plutôt un peu améliorée debout. Voilà. Donc vous devriez avoir des signes cliniques comme ça qui tendent petit à petit vers l'idée d'une discopathie. Et puis vous demandez à ce sujet, vous avez mal quand? J'ai mal plutôt debout, plutôt quand je marche un peu longtemps, et machin. Donc là, quelque part, on n'est pas du tout dans la logique de la discopathie. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça n'en est pas une du tout, mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. S'il y a une discopathie, vous vous attendez à un certain nombre de signes cliniques, et finalement, le sujet ne les a pas du tout, il a complètement l'opposé, ou autre chose. Là, ça doit allumer une petite lumière dans votre tête en vous disant « il y a un truc qui n'est pas mon idée en tout cas, ça ne colle pas ». Voilà. Alors vous pouvez vous dire « non mais c'est parce qu'il est bizarre et ça va coller quand même un jour », et dire « je vais quand même m'entêter sur son disque », ou alors vous dire peut-être qu'il a autre chose, et que ma première idée que j'ai eue, rappelez-vous qu'un diagnostic n'est toujours qu'une hypothèse, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable le jour J. Voilà. Et qu'à un autre moment, eh bien, vous allez peut-être modifier votre hypothèse. Vous avez le droit de vous tromper. Hein. Voilà. J'en ai vu tout à l'heure, là j'ai dit il n'y a pas de mauvais patients, il n'y a que des mauvais soignants. On a tous le droit de se tromper, je me trompe. Voilà. Par contre, l'intelligence, théoriquement, c'est de ne pas reproduire indéfiniment les mêmes erreurs. Donc si ça ne marche pas une séance, 2 séances, 10 séances, 15 séances, il y a un moment, c'est peut-être juste mon hypothèse qu'il faut que je change. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut donner une douleur qui irradierait dans la fesse, cuisse et un peu jambe? Évidemment, on a la hernie discale, on vient d'en parler, hein, le conflit disco-radiculaire, ok. On pourrait avoir d'autres points comme un éventuel syndrome du piriforme, qui n'est pas si fréquent que ça finalement, et même certains dans la littérature diraient qu'il existe pratiquement jamais. On aurait un test qui s'appelle le test de Fadir. Voilà, Fadir, ça vous dit rien? Ça vous dit? Il veut dire quoi ce test? Pourquoi Fadir alors? Flexion, adduction, internal rotation, hein, voilà. Donc Fadir. C'est pas le nom du bonhomme là pour une fois. Et donc ce test de Fadir qui vient mettre en contrainte votre piriforme. D'autres pourraient parler de ce qu'on appelle la SEG modifiée ou élévation jambes tendues modifiée. Et on va modifier
le test par de la rotation médiale qui va mettre en tension votre piriforme et qui viendrait majorer la tension. Alors selon les éléments de littérature que vous lirez, on vous dira que Fadir est plus fiable, que la SEG modifiée est plus fiable et tout. J'ai envie de dire, en pratique quotidienne, on s'en fout. Vous me testez les deux et vous verrez bien si ça déclenche ou pas. Au final, dans ma carrière, j'en ai pas vu tant que ça, des vrais piriformes qui donnent un sciatique. J'en ai eu au moins une. Et là, quand on fait de la SEG modifiée et qu'on élève, on est d'accord, si c'est un conflit disco-radiculaire, la rotation de hanche ne changera rien à la compression, alors que si c'est un piriforme, la rotation médiale de hanche va majorer la douleur. Voilà. Et là, chez cette patiente, elle s'est mise à hurler sur la table. Et je mettais en rotation latérale, je pouvais lever autant que je voulais. En rotation médiale, elle se met à crier, quoi. Voilà. Donc ça peut être un cas. On pourrait avoir éventuellement des douleurs sacro-iliaques qui pourraient irradier jusqu'au genou. Est-ce que ça descend vraiment en dessous du genou? Peut-être moins, mais voilà. Mais en tout cas, vous êtes dans votre diagnostic différentiel. Et puis l'autre point qui peut arriver fréquemment, c'est ce qu'on appelle les trigger points. Alors certains ont peut-être vu Stéphane tout à l'heure, c'est le barbu là, non qui faisait du dry needling. Voilà. Donc. Ouais, après il y a le cocktail, on va y aller. Hein. Et du coup, il y a les trigger points qui sont une douleur. Alors trigger point, on pourrait dire aussi point gâchette. Alors point gâchette, là où vous appuyez, ça fait une bonne détonation. Ça fait bien du bruit. Et quand vous appuyez vraiment sur un trigger point, en général, le sujet, il n'aime pas trop. Et parfois même, il fait du bruit et il crie un peu sur la table, tellement ça peut lui faire de la douleur locale. Mais dans l'idée du point gâchette, en même temps, c'est qu'il y a une traînée de poudre et qu'on a une douleur qui va aller ailleurs, un peu plus loin en général. C'est plus souvent du proximal vers le distal, même si on a certains points distaux qui peuvent donner une douleur proximale. Voilà. Et donc avec ces triggers, eh bien, on va pouvoir avoir parfois une douleur qui irradie franchement dans la cuisse, voire jusque dans la jambe. Et il y a un muscle vraiment particulier qui est très intéressant et qui peut vous donner une vraie sciatique avec un trajet derrière qui descend mollet et tout, c'est le petit fessier. Alors en général, vous n'allez pas le chercher, le petit fessier. Parce que comme vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, ça ne vous vient pas à l'idée. En plus, le sujet, il a plutôt mal un peu derrière et tout. Vous ne venez pas spécialement appuyer ici, en fait. Mais le petit fessier, par exemple, est un muscle parfait pour, quand il y a un trigger, pour faire exactement le même trajet qu'un trajet sciatique. Alors là, vous rentrez à nouveau dans du diagnostic différentiel. Voilà. Qu'il soit de première intention ou pas de première intention, hein, et d'aller, si vous avez plutôt un conflit disco-radiculaire, on a dit tout à l'heure, ce qui va faire mal, c'est la SEG, élévation, jambes tendues. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On avait rajouté tout éternuement, mouchage, défécation. Vous pourriez lui faire fléchir la tête, ce qui correspondrait, alors quand il est assis à un slum test, quand il est allongé, en fait, ça serait ce qu'on appelle un LASEG plus un ERI. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans le conflit neuroméningé, hein, voilà, pour reprendre des termes qu'on retrouve dans la littérature. Si vous avez un trigger point du petit fessier, théoriquement, tout ça, ça ne va rien vous donner en fait comme signe clinique. Hein. Le sujet ne va pas vous dire vraiment ça fait mal en fait. Voilà. Donc c'est un peu, lors de votre diagnostic, l'échec des premiers points qui va vous permettre de réorienter. Si vous n'avez pas au départ dans votre esprit au moins les deux hypothèses, bah vous ne comprenez pas pourquoi il a pas mal quand vous faites votre LASEG et tout, et vous cherchez pendant des heures. Si maintenant vous savez qu'il y a un certain nombre de points, alors vous pouvez aller les chercher. Il y a un site internet que je vous recommande très franchement, Trigger Point au pluriel, TRIGERPOINT.net. Et dans triggerpoint.net,
vous pouvez retrouver soit muscle par muscle le trajet de chaque muscle, soit vous mettez par exemple le lieu de la douleur et il va vous dire, quand vous mettez une douleur là, il va vous donner un certain nombre de muscles que vous pouvez aller chercher. Voilà. Et quand il vous présente le muscle, il vous met un ou deux points noirs, par exemple, là, si je prends le petit fessier, il me mettrait 2 points à peu près ici, là où je vais palper, mes 2 points noirs, et après une douleur qui irradie selon tout le trajet. Voilà. Et du coup, cette cartographie vous permet d'aller chercher de proche en proche, en fait, pour faire les choses. Voilà. Alors, derrière, on va du coup avoir la logique de j'ai une hypothèse et puis je vais proposer un traitement. Si j'ai mon trigger point, pardon, je vais pouvoir proposer le traitement de mon trigger point. Voilà. Alors le traitement du trigger point, il peut se faire de manière très manuelle ou il peut se faire de manière un petit peu plus spécifique avec du dry needling entre autres. D'autres trouveront de mettre du dry et de l'électrothérapie éventuellement en même temps. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui éventuellement aurait une douleur lombaire Ah voilà, on a... Soit mademoiselle, soit monsieur, je vous laisse tirer à la courte paille si vous voulez qu'on regarde ce que vous avez l'un ou l'autre. Voilà. Bon. Une contracture. Ouais. Eh bien, parfait. Où Lombaire. Depuis combien de temps Depuis 1 heure. Bon, ça va, c'est assez frais, on va pouvoir regarder. Toujours le même point, on n'a pas de... Enfin, pardon. Dans mon esprit, là, je vois ce monsieur pour la première fois. La première question que je dois me poser, c'est il est pour moi ou il n'est pas pour moi? Est-ce que si je le touche, j'ai des chances de lui faire du bien ou est-ce que j'ai des chances de l'aggraver? Donc, je recherche toujours un peu mes drapeaux rouges. Je ne vais pas refaire tout le cours sur les drapeaux rouges que certains ont vus ce matin, mais avec Tintive notamment. Donc là, c'est local, ça irradie pas, machin. Donc, ça exclut à peu près les trucs nerveux, ça va. On arrive à monter sur la pointe des pieds, lever la... ok. Pencher en avant, ça c'est un peu douloureux. Ok. Depuis 1 heure, toujours. Ok. Il y a eu un événement... Ok. Et puis, ça a déclenché la douleur. Bon, très bien. Donc là, on est sur quelque chose manifestement d'assez mécanique local. On ne peut pas aller chercher des trucs inflammatoires et tout là. Dans ce cas-là, vasculaire, vu la topographie de la douleur, il y a quand même très peu de raisons que ça arrive. Voilà. Tousser, éternuer, ça fait mal, ça fait pas mal. J'ai pas essayé. Non, ok. Donc on est plutôt sur de la mécanique locale, quoi. Ok, très bien. Donc là, on pourrait émettre un certain nombre d'hypothèses. Alors on pourrait mettre qu'il s'est fait une vraie hernie discale tout à l'heure, mais il a pas mal quand il tousse, il a pas machin, ça irradie pas. C'est plutôt pas ce qu'on va retenir aujourd'hui. Même si, alors je le prends comme un patient que je vois à l'instant T, le but c'est de l'aider, pas de l'aggraver, mais de manière raisonnable, on ne va pas prendre l'optique hernie discale tout de suite, on va mettre plutôt ça de côté. Là, dans ce qu'il nous raconte, on va plutôt choisir un modèle mécanique, on va dire, qui a produit la douleur. Là-dedans, on va mettre éventuellement de la contracture musculaire. Le trigger étant une partie particulière des contractures, pas toutes les contractures. Et puis, on peut avoir aussi quelque chose qui serait plutôt d'origine articulaire, on va dérangement intervertébral mineur qui pourrait nous donner la douleur. Voilà. Alors, là, dans la vraie vie, avec ce type de patient, moi, je vais quand même commencer par évaluer la mobilité. Voilà. Regardez, est-ce que ça bouge bien? Est-ce que ça bouge pas bien? Tiens, je vais te mettre là, ici, comme ça. Traditionnellement, on le déshabillerait. On va commencer dans un premier temps comme ça. Incline à droite. OK. Ça fait un peu. Incline à gauche. Ça fait pas mal. OK. Moi, je vois pas bien vu d'ici. En termes d'amplitude, il y a un côté où il va plus loin. Il va plus loin à gauche.
il ne va pas très loin à droite. Ça confirme encore un peu mon idée de défaut mécanique en inclinaison droite, hein, tout bêtement. Enfin, voilà. On n'est pas obligé d'aller chercher des trucs compliqués. On peut lui demander de la même manière, mettez les mains comme ça c'est, hop, tournez à droite, très bien, tournez à gauche, ok. Si je suis au cabinet et que c'est mon vrai patient, là vous avez vu qu'il est allé tourner jusque dans les chevilles et tout. Moi je vais me mettre derrière, je vais essayer de limiter les biais d'interprétation. Je vais tenir à peu près le bassin. Hop, voilà, ok, merci. De l'autre côté, refait à gauche. Voilà, ça a l'air d'aller bien. Là, ici, j'ai l'impression que ça va quand même moins bien. Donc j'ai un défaut mécanique et en inclinaison droite et en rotation droite. Voilà. On va te mettre sur le ventre. Je n'ai pas la prétention de faire un examen strictement complet, hein, mais comme je le disais tout à l'heure avec Grégoire, l'autre idée, c'est qu'on a des patients où, enfin, dans une journée, on en voit beaucoup. Je ne suis pas obligé de partir sur un examen d'1 heure à chaque fois. Et donc là, ici, j'aimais quand même un truc un peu musculaire. Voilà. Là, il ne me dit rien. Voilà. Là, il ne dit rien. Vous voyez, je peux y aller franco. Hein. Voilà. Et là, ici, voilà. Quand j'appuie, il réagit quand même assez fortement. Donc, à nous de voir comment on va pouvoir améliorer ça. Mais ici, je peux faire un appui aussi un peu direct, juste ce qu'on appellera encore une poussée antérieure, hein, mais j'évalue ma mobilité. Voilà. Ici, relativement mobile. Ici, beaucoup plus rigide. Voilà. Ça, je vais pouvoir le faire étage par étage. Donc, je descends un peu plus bas, je regarde. Voilà. Encore une fois, on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire des tests hyper spécifiques. Quand j'en ai et qui me vont bien, tant mieux. Mais je peux déjà faire mon examen de la mobilité un peu global. Le point qui semble quand même poser problème, on va quand même évoquer ça par ici. Je pense que tu es d'accord. Voilà. Là, ici, on a une belle petite contracture. Il y a quelqu'un qui veut sentir une belle petite contracture, là? Non, ça va? Vous ne voulez pas venir essayer? Voilà. Vous voyez que là, on a quand même aussi, dans notre diagnostic initial, un test, en fait. Il a une hyper réaction par rapport à l'autre côté sur ce point-là. Ça, je l'ai avant. Moi, j'ai toujours à l'esprit d'essayer, enfin, j'aime le côté un peu scientifique et j'aime l'appliquer à ma pratique. Et donc, j'applique les 3 T, test, technique, test. Et donc, là, on a un test où on a un défaut d'inclinaison, rotation droite, une douleur quand j'appuie ici à droite. On va faire X technique, peu importe, et là ça appartient à chacun. Si vous me dites, moi j'aime le massage pendant une demi-heure, la lampe à infrarouge ou le pistolet de massage, j'ai aucun problème avec. Voilà. Sauf que derrière, je dois retester. Et quand je le reteste, est-ce que j'ai une amélioration ou pas? Voilà. J'ai déjà un côté court terme. Et puis après, on verra si à la séance d'après, il est encore embêté ou pas, si ça a été mieux que c'est revenu, et ainsi de suite. Mais voilà, j'évalue le patient. Bon. Là, dans la vraie vie, je pense qu'on peut déjà aller lui faire un petit lever de tension là au niveau carré des lombes. Ok, allez, inspire et souffle. Encore une fois. Et souffle. Alors là, mon côté vieux kiné, levé de tension, a pris en son temps avec Péninou, Barrette et tout. Ça, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un truc simple. J'aime bien. Je me dis que c'est des levées de tension musculaires, mais on est bien d'accord, là j'ai fait, oui, du musculaire, mais j'ai fait aussi un peu de mobilisation articulaire, j'ai fait en même temps un peu de vasculaire, enfin, vous voyez, je me mets ma porte d'entrée qui est ma conception dans ma petite tête qui me va, mais ce n'est pas forcément unique, on est bien d'accord. Voilà. Rien que de contracter le muscle, en fait, déjà, c'est de l'apport sanguin. Et en fait, comme tu fais contracter, relâcher, tu fais l'effet pompe lié à la contraction, en fait. Voilà. Donc, tu améliores un peu ta vascularisation en local. Ce que Stéphane expliquait tout à l'heure, quand on va faire du dry, allez, pousse un peu là. Bravo. Quand on fait du dry, pareil, hein, on améliore l'apport vasculaire. Derrière, on pourrait avoir d'autres moyens pour en faire. Voilà. Mais c'est juste pour comprendre que notre action n'est pas que mécanique. Voilà. Même si ma porte d'entrée ou mon raisonnement est mécanique, parce qu'en plus il me va bien, on a conscience que ce n'est pas uniquement de la mécanique.
Donc là, on a fait 2-3 techniques. Ici, je pourrais aller chercher à traiter un trigger un peu en particulier et tout. Je ne vais pas le faire pour le moment. Si je teste ma mobilité, tout simple, flexion-extension, voilà. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, quand on était avec Greg, avec Major, on a dit parfois les thoraciques, juste une petite manip thoracique, ça peut l'aider. On avait dit que pareil, les manipulations n'avaient pas besoin d'être forcément ultra spécifiques de l'étage. Alors ça, quand j'étais plus jeune, ça ne rentrait pas dans ma tête. Avec le temps, c'est rentré. Mais voilà. On va te mettre sur le dos, si tu veux bien. On va lui faire une petite mobilisation spécifique vers l'extension de ses thoraciques. Vraisemblablement, dans son mouvement, il a dû faire quelque chose qui fait que derrière, il a un défaut de mobilité. On va essayer de mobiliser tout doucement, on va voir ce que ça donne. J'ai le droit ? Ouais, oui. Ouais. En même temps, on a dit tout à l'heure, il faut demander, donc on demande. Voilà. Hop. Voilà. On va le mobiliser, on pose la main en dessous, la main, peu importe le chiffre, hein. La main va caler L1 là par exemple, et en déroulant ici, je vais appuyer verticalement, et en appuyant verticalement, je vais faire un mouvement d'extension de T12 par rapport à L1. Non. Ah Non. Encore Ah non. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai fait un étage, et éventuellement, je pourrais descendre un peu à l'étage du dessous. On pourrait le faire sur plusieurs étages, on est d'accord. Je vais rester dans mes 3 T, test, technique, test. On va te remettre sur le ventre. Tout à l'heure, sur le ventre, quand j'appuyais dessus, ça couinait. Est-ce que ça couine encore? On avait un deuxième test, inclinaison debout, donc on va retester après. Là, déjà ici, quand j'appuie, ça a diminué. OK. Là, ici, j'ai encore quand même un peu de muscle, là, par rapport à l'autre côté. Je pense que tu es encore plus sensible. Dans la vraie vie, je continuerai tout de suite. Là, pour le besoin de la démo, on va te mettre debout si tu veux bien. Tac. On le remet dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Tu t'inclines à gauche, ça allait bien. Ça va toujours bien, on ne l'a pas cassé. On l'incline à droite. Par rapport à tout à l'heure, c'est comment? Un peu mieux, mais il y en a encore, c'est ça? OK. Je me sens beaucoup mieux. Refais à gauche. OK. Refais à droite. Parce que parfois, au premier mouvement, ils ont encore la flipouille un peu. Donc voilà. Allez, encore une fois, mais tranquille, tu te lâches. Voilà. Non, mais c'est tout bête en même temps, et c'est aussi ça, les neurosciences, c'est montrer au cerveau qu'il peut le faire et qu'on peut remettre de la contrainte sans que finalement ça fasse vraiment mal. Voilà. Remets les mains comme ça. Tourne, je tiens, tac. Tourne vers la droite, OK. Tourne vers la gauche. Retourne vers la droite. Je pense que c'est un peu mieux que tout à l'heure aussi. Mieux. Bon. Repos, tu peux lâcher les bras, mais on n'a pas fini. Là, j'ai 2 hypothèses. Je suis hyper à la bourre. Je l'ai pris vraiment entre deux. Éventuellement, c'est on verra la prochaine fois. Deuxième hypothèse, je ne suis pas à la bourre. En tout cas, moi, je ne suis pas très pressé. Je ne sais pas vous, mais on a encore un peu de temps. Et je me dis, je vais pouvoir lui remettre une technique en plus, celle que vous voulez quelque part. Vous êtes formé en trigger, dry, machin, vous voulez aller faire le dry, très bien. Là, moi, spontanément, chez lui, j'irais bien lui faire une petite mobilisation au niveau charnière thoracolombaire. T'es souple des jambes ou t'es pas très souple des jambes? Moyennement souple. Moyennement souple. Alors, on va t'allonger... je te le rends après. On va t'allonger sur le côté vers moi. Voilà. Très bien. Et je vais aller mobiliser dans cette zone-là, sa charnière thoracolombaire, où il était un peu raide. Je vais tourner le haut. Non, c'est moi qui fais. Alors, je ne vous fais pas tout le cours, sinon on en a jusqu'à 19h30, 20h, et je pense que j'aurais perdu du monde en cours de route. Voilà. Et ici, on va bien fléchir pour verrouiller la partie basse. Hein, voilà. Technique dite du lombar roll. Et ici, je vais pouvoir le mettre en situation. Pousse un peu contre mes mains. Et là, je fais du contracté, relâché. OK. Et relâcher, relâcher, relâcher. Voilà. Je peux me contenter de ça déjà.
Encore une fois, je fais du contracteur lâché, je lâche les petits muscles de l'étage et tout, je suis très content. OK. Si j'ai envie, je peux dire, allez, pousse un peu contre moi et repos. Et quand il relâche, voilà, je mets une petite impulsion. Alors là, j'ai mis une toute petite impulsion. Je peux mettre une impulsion un petit peu plus forte. Voilà. Ah. Dans le doute, on va te tourner de l'autre côté. Parce que je pense que c'est plutôt de l'autre côté que tu en avais le plus besoin. Voilà, hop. Allez, inspire et souffle. Ok. Je t'aide à te relever. Et du coup, on va te remettre encore une fois dans les mêmes conditions. B3T, hein, voilà, je suis assez monomaniaque. Incline à gauche ça va toujours bien. Incline à droite, voilà. Ok. Remets tes mains comme ça un coup. Tourne à droite. Enfin, voilà. Tourne à gauche. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors finalement, c'était pas un vrai trigger, l'huile. Hein. Notre thème devait traiter du trigger, mais si c'en est pas un, c'en est pas un en fait. Et dans ma logique de diagnostic différentiel, le but n'est pas de trouver ce que j'ai envie de trouver le jour J. Il faut trouver ce qu'a le patient. Et dans ma logique, je te le rends, en tant que thérapeute manuel, c'est de soigner les gens assez vite. Il y a tout un pan là actuel qui pousse les gens à faire que de l'actif. Je ne sais pas si chez lui, c'est de l'actif qu'il fallait faire en fait. Il avait mal il y a 1 heure, il a plus mal au bout d'un quart d'heure. Quelque part, on a gagné en fait. Voilà. Il ne s'était pas déconditionné en 1 heure. Hein, donc, voilà. Après, c'est mon parti pris. Mais je pense que ce parti pris de l'efficacité peut aussi nous permettre derrière de pouvoir faire de l'actif quand on a X séances de kiné et de pouvoir gagner du temps. L'un n'exclut pas l'autre. De la même manière, on ne crée pas de dépendance parce qu'après, ça, si tout va bien, c'est fini et on ne se revoit pas. Donc voilà. On a pris le temps d'expliquer au patient, on lui a raconté, il a compris ce qu'il avait. Donc en même temps, s'il y a ce qu'on va appeler drapeau jaune ou psychosocial, on prend aussi le temps de l'évacuer petit à petit. Quoi. Voilà. Merci Amir. Merci avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, à quoi ça sert de donner l'impulsion quand on fait le contracteur lâché? Alors là, il y a X courants. Je pourrais te donner des propos de l'AMT, qui est l'Association américaine de manipulation vertébrale, qui va aller jusqu'à dire que l'efficacité, pour eux, dépend de la qualité de l'impulsion et quelque part de la force de l'impulsion qu'on met au départ. Donc pour eux, l'impulsion, ce serait une impulsion forte, ce serait un critère de qualité. Nous, on va être un peu plus light. Quand je dis un peu plus light, ce que je fais quand je mets l'impulsion, il y a un peu de mécanique déjà. Donc il y a une forme d'étirement d'une partie des structures. Il y a le fait de mettre un peu en tension, mais pas trop fort, et d'aller appuyer un peu vite, plus vite que ce que tu vas réagir comme contraction. Alors là, tu as des études qui vont dire non, mais tu ne peux pas aller plus vite que le réflexe et machin et truc. En pratique, tu essaies d'aller plus vite que ce que le sujet réagit vraiment. Le troisième point qui est assez à la mode aujourd'hui et sur lequel on est plutôt raccord au sein d'ITMP, c'est de dire qu'on va aller montrer au cerveau qu'on peut remettre de la contrainte sans spécialement provoquer de la douleur. Et tu pourrais avoir d'autres techniques complètement à l'opposé en kiné, que notamment je pense à Feldenkrais, qui n'est même pas que de la kiné, et où dans leur mobilisation, eh bien, ils vont dans une mobilisation un peu décroissante. La première, il y a un peu d'amplitude, la deuxième, il y en a moins, la troisième, il y en a encore un peu moins. Et ça donne finalement de l'info et ça montre au patient qu'il peut faire le mouvement sans douleur. Et donc ce point-là est important. Quand moi j'ai fait mes études d'ostéo, ça n'existait pas. Hein.
Aujourd'hui, on sait que ça existe et qu'une partie de l'efficacité est liée à la réafférentation, au fait de balancer de l'info non douloureuse. Et la manipulation a aussi la petite impulsion a aussi ce rôle-là. Voilà. Si on ne connaît pas encore tout bien, et s'il n'y a pas un modèle qui écrase complètement les autres, aujourd'hui, on sait quand même que ça apporte et ça contribue à une partie de l'efficacité en termes de clinique. Ce que rajoute Joshua Cleland, vous connaissez probablement si vous êtes farci un peu le bouquin avec les tests de sensibilité, spécificité et tout, Joshua Cleland a montré que la manip vertébrale était statistiquement positive, efficace sur la gestion de la douleur, au moins à court moyen terme. Par contre, il montre que chez des gens qui n'ont pas envie d'être manipulés, ou ont une peur de la manipulation, ou ont une représentation négative préalable, statistiquement t'améliores, mais dans ce groupe-là, t'améliores un peu moins déjà. Et dans ce groupe-là, c'est là où tu vas créer les quelques effets indésirables. La bonne contracture de défense, la réaction inflammatoire qui pourrait se produire après, eh ben elle arrive statistiquement beaucoup plus dans ce groupe-là que dans l'autre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui te dit non, je ne veux pas être manipulé, bah, le manipulez pas. Ou alors, mets-le en situation, mais tu fais juste un peu de contractaire lâché, 1, 2, 3 fois, et tu t'arrêtes là. On n'a pas dit qu'il fallait que ça... On n'a pas dit que l'impulsion était obligatoire, même si les Américains te diraient que c'est quand même un bon critère. Bon, après, c'est un peu des Texans, tu vois, un peu... ils aiment le ketchup et tout, quoi. Et du coup, respectez ça chez vos patients. Celui qui ne veut pas l'être, il ne faut pas qu'il le soit. À l'inverse, on peut avoir des profils un peu sportifs de haut niveau et tout. Si ça ne craque pas, c'est que ça n'a pas marché. Parce qu'eux, ils le savent. La porte d'entrée mécanique reste pour moi hyper pratique en fait. Et encore une fois, alors ce que je disais tout à l'heure avec Grégoire, c'est je travaille plus que le mercredi moi au cabinet, parce que j'ai assez d'activités en dehors. Mais le mercredi, je suis au cabinet à 7h jusqu'à 20h et je ne fais pas de pause déjeuner. Voilà. Avant, c'était 5 jours comme ça. Maintenant, c'est plus qu'un. Non, ils sont avec leur maman, justement. J'ai la paix. Mais ouais, enfin, j'ai pris la fuite totale, moi. mais du coup, cette porte d'entrée mécanique, elle est très pratique parce qu'elle est hyper simple pour moi avec l'usage, avec l'habitude. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai 2/3 de mes patients où, voilà, 2/3 de mes lombalgiques qui arrivent, ça va bien marcher en fait. Et comme ça marche bien sur ces 2/3-là, je déroule un truc un peu préétabli où, allez, j'ai écarté mes 3-4 drapeaux rouges, j'ai écarté mes machins, et en moins d'une demi-heure, l'affaire est bouclée. Vous voyez, là, on a pris le temps, on ne s'est pas pressé. Je fais un peu plus de tests habituellement, mais c'est top. Après, j'ai un tiers où là, j'ai des complexes, des tordus de la tête, des tordus du truc, des spondylos, des modiques, des machins. J'adore ça. Et sur cela, justement, j'ai le temps et l'énergie parce que sur les 2 autres tiers, je les fais en mode roue libre un peu. Voilà. Donc évidemment, il faut un peu de temps pour acquérir ça, mais une fois qu'on l'a, et cet aspect mécanique, il est hyper pratique. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus très formé à la mécanique. Je vois dans les écoles de kiné, là, actuellement, l'anatomie, on en fait moins qu'avant. La biomécanique, on en fait moins qu'avant. L'anatomie palpatoire, on en fait moins qu'avant. Et la pratique, on en fait moins qu'avant. Déjà qu'avant, on n'était pas hyper balèze quand même. Là, sur ces aspects mécaniques, on est encore moins balèze, en fait, malheureusement. Voilà. Donc, oui, on mettra le mot qu'on veut, réharmonisation, rééquilibration, je sais pas quoi. Mais finalement, j'avais un trouble de la mobilité. À la fin, j'ai plus mon trouble de la mobilité. C'est pas forcément très dur à faire. Ça a l'air assez efficace. Et j'ai tous les mercredis des gens qui me disent « mais on m'a jamais fait ça ». Parfois, ils ont vu 7-8 kinés avant. Et pourtant, j'ai envie de leur dire « mais si vous saviez à quel point
Alors il y a eu une époque où ouais, on a eu beaucoup le massage électro-parafango, voilà. Et maintenant il y a beaucoup ils m'ont donné des haltères et ils m'ont fait faire le chat et jouer sur un ballon, voilà. Et en fait, des fois ça marche, et puis il y a des fois où ça marche pas, voilà. Et en fait, quand on fait 20 séances de renfo et qu'au bout de 20 séances ça n'a toujours pas amélioré, on peut en tenter 30 pour voir si 30 ça va changer. Il y a des chances que ça ne change pas en fait. Voilà. Moi je pense que ça doit quand même changer vite. Voilà. Au moins pour les cas simples comme ça. Voilà. D'autres questions? Eh bien merci beaucoup. Oui, Ouais, alors, ouais, bonne question, merci. Dans les points triggers qui peuvent bien irradier dans la fesse et tout, et dans la logique de la sciatique, on va dire, on a le petit fessier qu'on a donné, qui est évidemment probablement le meilleur. Mais après, dans les bons, il y a les deux autres fessiers, le moyen et le grand, qui sont quand même pas rares. Le grand, où là, ici, quand vous venez bien les chercher ici dans la fosse iliaque, là, en dessous de la crête iliaque, désolé depuis ce matin, j'ai beaucoup parlé. Là, on peut en trouver quand même pas mal. Voilà. Un carré des lombes et spinoba qui peuvent vraiment vous donner des trucs qui viennent là, ici, dans la fesse, des points au niveau de l'ischio et tout. Ça, pareil, on en a pas mal. Et puis, on en a un qui n'est pas le plus facile à attraper et tout, mais le psoas iliaque, qui du coup, forcément, est devant, mais peut vraiment nous donner des douleurs derrière, et qui n'est pas rare. Là, ça fait un moment qu'il me laisse tranquille, le mien, mais régulièrement, parfois, il déconne. Et du coup, quand c'est là, j'invite Stéphane. Il vient dîner, on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Il vient dîner à la maison avec sa femme. Je mets la table au milieu de la salle à manger. Et pendant qu'on prend l'apéro, il me fout des aiguilles un peu partout. Voilà. Donc le psoas qui peut être pas mal et donner vraiment des projections derrière. Pour ceux qui auraient fait des techniques comme inhibition musculaire, encore appelée technique de Jones. Dans les techniques de Jones, il nous dit un point qui fait mal un peu précis derrière, souvent c'est un peu une contracture derrière. Et il nous dit des points qui vous donnent des douleurs un peu diffuses derrière, c'est plutôt des points antérieurs qui vous donnent un truc derrière. Et en fait, alors ça c'est un article qu'on a écrit il y a déjà quelques années, mais on a toute une partie de nos lombalgiques qui sont comme ça. Et ils sont comme ça parce qu'en fait, ils sont verrouillés devant. Et en fait, ils sont verrouillés devant, ce qui finit par donner des contractures derrière. Et vous pouvez traiter les contractures derrière et tout, mais si vous ne libérez pas le truc de devant, eh ben, ils vont continuer à se remettre comme ça et ils vont continuer à recréer leur douleur. Voilà. Donc parfois, il faut aller chercher les points devant, ce que nous disait Jones notamment pas mal en son temps. Et sur ces aspects mécaniques, on est les seuls à pouvoir faire quelque chose en fait. C'est pas le généraliste qui va regarder les aspects mécaniques. C'est pas les rhumatos non plus. Le chirurgien, il regarde pas ça. Et en fait, vous avez des gens qui ont parfois juste un petit truc mécanique à la con, enfin un truc qu'on n'a rien inventé et où on n'a pas inventé la poudre, et où finalement, si nous, en tant que kiné, on ne fait pas un peu de mécanique, personne n'en fera. L'ostéopathie d'il y a 25-30 ans était une ostéopathie très mécanique et réglait ça. L'ostéopathie actuelle ne règle plus ça parce que finalement, aujourd'hui, ils font du précis dans le mou. Et du coup, ils ne traitent plus vraiment la mécanique parce que leur cursus a changé au nom de pas faire de la manip en fait. Voilà. Donc notre rôle de mécanicien, à mon avis, il est capital, même si le kiné ne se résume pas au mécanicien, bien évidemment. En tout cas, c'est la voie qu'on prend, nous, dans notre enseignement, que ce soit sur notre cursus long de thérapie manuelle, mais aussi sur nos formations courtes, parce qu'on fait des formations courtes de 2 jours, 3 jours, sur lombalgie, sur cervicalgie, sur dorsalgie, où on voit un peu ces techniques justement en mode j'ai une caisse à outils et je vais aller piocher, et je vais comprendre ce qu'il faut prendre et pas prendre, quelque part, ou en tout cas pour qui je peux prendre ou pas telle technique, et d'essayer d'apporter
un avant-après un peu rapide. Là, on a eu du... Après, je te remercie. Hein. On ne se connaissait pas avant, hein, je vous le promets. Mais voilà, c'est le bon cas, quoi. C'est le cas où voilà, il y a un truc qui marche et qui est rapide. Mais ça, alors au début, quand vous commencez, bah, c'est pas comme ça à tous les coups. Mais déjà, quand vous en avez un comme ça de temps en temps, au début, c'est chouette, quoi. Puis après, bah, ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus automatique. Et c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est débile. Il ne faut pas déconseiller la mécanique en cervicale. Par contre, après, les cervicales sont une zone un peu plus particulière, un peu plus fragile. J'ai moi-même une hernie cervicale que je me suis fait sur un accident de moto. Mais encore à plus forte raison, si on n'a pas envie de la manip et tout en cervicale, il ne faut pas en faire. Ou si le patient n'a pas envie, il ne faut pas lui faire. Mais rien que sur des cervicales, un petit peu de mob spécifique, ultra simple, dans un seul plan et tout, permettent souvent de les améliorer. Un peu de levée de tension. Alors encore une fois, là après, libre à chacun. Si vous me dites, moi je ne fais pas les levées de tension, j'ai tel autre truc, la PCP thérapie ou machin. Si ça marche, tant mieux pour vous. Enfin, l'idée c'est que chacun trouve un peu sa technique, trouvez votre technique, mais il n'y a aucune raison de ne pas toucher à des cervicales. Par contre, après, encore plus qu'ailleurs, je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas du neurologique notamment. On a quand même une de nos consoeurs au Conseil de l'Ordre qui a eu comme ça une atteinte myélopathie. Le médecin est passé à côté, le radiologue est passé à côté. Il a fallu qu'elle voie finalement François Ranou à l'hôpital Cochin, qui est un mec génial, qui lui a dit là, il y a une urgence chirurgicale. Et elle s'est retrouvée quand même avec des parésies sur les 4 membres pendant plus d'1 an, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de cas, il ne faut pas vous foirer. Et on n'a pas le droit de se foirer sur ce genre de cas. Voilà. Mais sinon, il n'y a aucune raison de ne pas toucher à des cervicales. Après, quand vous avez un doute, trouvez un bon copain, trouvez quelqu'un à qui renvoyer. Moi, j'ai du bol. Dès que j'ai des cas un peu complexes où je me sens limité, où j'ai un doute, je les envoie chez François Ranou à Cochin. Voilà, il me les prend en plus rapidement parce qu'on se connaît bien. Et il me les renvoie en me disant tu peux pas, vas-y pas. Enfin, voilà. Et je ne laisse pas les gens dans la nature. Voilà. Mais sinon, il faut y aller. Prenez vos responsabilités aussi. C'est un point qui, moi, me tient à cœur. Je cite souvent Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Moi, je veux le pouvoir. Enfin, dans le sens où je veux prendre en charge mes patients et je ne vais pas me fier à ce que raconte un généraliste qui, globalement, y connaît moyen. Par contre, le fait que je veuille ce pouvoir implique que moi, je me bouge les fesses pour assumer ma responsabilité jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est ce que l'on prône dans nos cursus, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Ça m'a valu de me faire virer d'une école de kiné, hein, où eux, ils pensaient qu'il valait mieux que je dise ce que disait le médecin. Voilà, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut assumer nos choix, mais il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on peut aller boire un petit verre maintenant, hein.